Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Quel match sensationnel entre Manchester United et Bournemouth. Le Daily Telegraph Sport en perd les mots et choisit d'utiliser des noms d'oiseaux pour décrire cette rencontre. Manchester United a concédé un nul spectaculaire 4 buts partout face à Bournemouth à Old Trafford, malgré 3 avantages au score rattrapés à la 84e minute par Elie Junior Kroupi. L'équipe de Ruben Amorim menait 1-0, 2-1 et 4-3, mais s'est vu refuser la victoire qui l'aurait fait remonter à la 5e place du classement de la Premier League. Pour la première fois, Ruben Amorim a assumé un football total, offensif et désorganisé, fidèle à l'ADN du club, mais plombé par une défense friable. Les Red Devils ont attaqué sans retenue, multiplié les occasions, mais ont sombré à plusieurs reprises en quelques minutes. Ce match fou, riche en buts et en rebondissements, aurait même pu tourner à la défaite sans les arrêts décisifs de Lemens. United reste fragile et irrégulier, mais a au moins retrouvé de l'intensité et de l'émotion. De son côté, le Daily Mail remercie les deux équipes d'avoir servi un classique de 8 buts. Il n'était pas sur le terrain hier soir, comme depuis le début de saison. La situation de Kobbie Mainoo prend une tournure embarrassante à Manchester United après l'apparition de son demi-frère à Old Trafford, avec un maillot réclamant son départ. Le milieu de 20 ans, toujours sans titularisation en Première Ligue cette saison, pousse pour un prêt afin d'obtenir du temps de jeu. Ruben Amorim assure pourtant que le joueur ne lui a jamais exprimé directement sa frustration, tout en maintenant sa ligne ferme sur la gestion de l'effectif. En interne, le dossier inquiète tant pour l'image du club que pour l'avenir d'un pur produit de l'académie. La pression autour d'un prêt ne cesse désormais de monter. Seulement un seul gagnant si Maresca veut une guerre, titre froidement le Daily Telegraph concernant la situation qui est en train de vivre Chelsea. Enzo Maresca a jeté le trouble à Chelsea après avoir évoqué les pires 48 heures de son mandat, dénonçant un demi-mot, un manque de soutien sans jamais clarifier sa cible. Ce silence a irrité la direction, certains y voient un malaise profond entre l'entraîneur et ses dirigeants. En interne, on estime que Maresca doute de la confiance placée en lui et se lasse de devoir se justifier en permanence. Si ses résultats sportifs restent solides, sa communication alimente désormais une tension inutile. À Chelsea, beaucoup pensent que ce jeu dangereux pourrait finir par se retourner contre lui. On termine avec le Daily Mirror qui évoque la situation d'un coach qui est lui aussi dans la tourmente, pas pour sa communication, mais pour ses résultats sportifs. La pression s'intensifie autour de Thomas Frank à Tottenham après un début de saison inquiétant, marqué par une lourde défaite à Nottingham Forest. Avec seulement 22 points en 16 matchs, les Spurs signent leur pire entame depuis 2008 et affichent un retard par rapport à la saison passée à la même période. Si la direction continue de lui accorder sa confiance, les doutes gagnent les tribunes et le vestiaire, où ses choix tactiques peinent à convaincre. Les prochaines affiches face à Liverpool puis Crystal Palace s'annoncent déjà décisives. Pour Franck, le temps commence sérieusement à compter. On prend la direction d'Espagne avec Florentino Pérez qui appelle à la justice, comme le titre As. Florentino Pérez est monté au créneau lors du cocktail de Noël du Real Madrid en réclamant une nouvelle fois justice dans l'affaire Negreira qu'il qualifie de plus grand scandale de l'histoire du football espagnol. Le président espagnol dénonce la passivité de la fédération et de la Liga face à des paiements de plus de 8 millions d'euros pour des rapports d'arbitrage. Il estime que cette affaire, qui concerne le FC Barcelone, continue de fausser la compétition et d'entacher l'image du football espagnol. Pérez pointe aussi des décisions arbitrales récentes jugées incompréhensibles, notamment sur Vinicius et Rodrigo, avec une ironie appuyée. Le Real Madrid prépare désormais un dossier complet destiné à la FIFA pour faire valoir sa position. Sinon, le Mundo Deportivo fait un constat implacable sur le jeu madrilène. Le Real Madrid gagne, mais ne convainc plus. Dimanche contre Alaves, les merengues ont remporté le match 2-1 dans la douleur, après le but de Carlos Vicente, tout en perdant la possession du ballon et en étant moins précis dans la circulation. Cette perte de domination se répète depuis plusieurs matchs face à Barcelone, la Real Sociedad ou encore face à Marseille. Le problème vient notamment du manque de régularité du milieu, où Tchouaméni, Güler, Bellingham ou Valverde se succèdent sans stabiliser le jeu. L'absence de solution fiable chez Xabi Alonso met l'équipe en danger lors de chaque rencontre. Justement, selon El Chiringuito, le club a déjà un remplaçant en tête pour l'après-Alonso. Il laisse entendre qu'Alvaro Arbeloa ou Santiago Solari pourraient reprendre les rênes en cas de départ de l'actuel entraîneur. Pedrerol souligne les inquiétudes autour du jeu, de la condition physique ou de la cohésion de l'équipe et pointe l'absence de système clair et la fatigue des joueurs. Même avec les 3 points glanés dimanche, la direction reste sur ses gardes et une décision pourrait intervenir rapidement avant la Supercoupe. On reste en Espagne avec le Barça qui débute la défense de son titre de la Copa del Rey ce mercredi à Guadalajara contre le Deportivo dans un match historique pour le club local. Les supporters se pressent déjà au guichet, impatients de voir le champion en action dans le stade Pedro Escartin. Hansi Flick devrait procéder à des rotations pour donner du temps de jeu aux joueurs moins habituels tout en insistant sur l'attitude de son groupe. Joan Garcia sera reposé dans les buts, tandis que d'autres jeunes ou membres du groupe pro, comme De Jong, Bernal ou Fermin Lopez, pourraient débuter. D'ailleurs, Flick veut tenter un coup de poker tactique. L'Allemand envisage de titulariser Fermin en pointe, une première qui suscite la curiosité. Avec Lewandowski touché et Rashford plutôt aligné sur l'aile gauche, le jeune joueur pourrait endosser le rôle de neuf, poste qu'il connaît peu, mais pour lequel il possède instinct et finition. Capable de lire les espaces et de frapper des deux pieds, Fermin Lopez pourrait créer de nouvelles options offensives. L'Allemand décidera ce matin
Quelle que soit sa position, il restera proche du but, sa principale force. Pour le résultat d'hier, le Real Betis se déplaçait à l'Estadio de Vallecas pour affronter le Rayo Vallecano pour la fin de cette 16e journée de Liga. Les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge de 0 partout. On part en Italie. 4 mois après sa blessure du 14 août, Romelu Lukaku est enfin de retour à l'entraînement avec le groupe de Naples. L'attaquant, indisponible depuis le début de saison, retrouve Conte et le vestiaire, prêt à reprendre progressivement sa place dans l'équipe. Il accompagnera le groupe pour le déplacement en Arabie Saoudite en demi-finale de Supercoupe avant de revenir sur le terrain. Hier, l'AS Roma s'impose 1-0 contre Comme et se relance dans la course au top 4, profitant des contre-performances de Naples et Milan. Gasperini impose une tactique rigoureuse et un pressing efficace. Le but de Wesley Francia, orchestré par Soulé et Rensch, scelle une victoire logique et maîtrisée. Avec 10 victoires en 15 journées, la Roma confirme son ambition et son retour au premier plan de la Serie A. L'adversaire du soir, c'était Comme, avec Fabregas sur le banc. En plus de la défaite, le coach a dû essuyer une autre mauvaise nouvelle. C'est ce que Fabregas fait face à une vague de harcèlement sur Instagram de la part de milliers d'internautes sénégalais. L'entraîneur de Comme est jugé responsable par une large partie de la population sénégalaise à la suite de la blessure d'Hassane Diao face à l'AS Rome. Le joueur des Lions de la Teranga revenait d'une blessure et était déjà incertain pour cette rencontre. Le tacticien italien s'était d'ailleurs exprimé au sujet du Sénégalais et de sa participation à la CAN. Il connaît très bien mon opinion. J'ai également parlé avec son sélectionneur national, Pape Thiaw. Ce n'était pas une conversation très agréable, sincèrement, avait-il déclaré. Enfin, dans la Gazzetta dello Sport, on parle déjà mercato. La Juventus prépare le marché hivernal avec l'objectif de renforcer son milieu de terrain pour la course à la Ligue des Champions. Jérémy Højbjerg, actuellement à Marseille, est ciblé comme la priorité de Luciano Spalletti et du directeur sportif Comolli. L'idée est d'apporter à la fois qualité, expérience et leadership dans un 3-4-2-1 ou la transition vers le 4-2-3-1. Les négociations restent prudentes, l'OM ne voulant pas se séparer facilement de son joueur. Si Højbjerg n'est pas disponible, la Juventus pourrait se tourner vers d'autres options jeunes et prometteuses. On termine cette revue de presse avec le PSG qui décolle au Qatar pour la Coupe intercontinentale qui se jouera ce mercredi. Ici, ce n'est pas encore Paris, écrit le journal L'Équipe. À Doha, le PSG inaugure, ici c'est Paris Park, pour séduire les jeunes et développer sa popularité locale entre académie et fanzone. Malgré la présence de joueurs comme Dembélé ou Doué, l'engouement qatarien reste modéré et le club peine à rivaliser avec le Real et le FC Barcelone. Les PSG Academy accueillent 1700 enfants sur 13 sites, mais les spectateurs locaux restent peu nombreux, ce qui est le reflet d'un club apprécié mais encore loin d'être incontournable. L'effet des succès récents, comme la Ligue des Champions, se fait sentir, surtout auprès des enfants et nouveaux fans, mais pour le moment, le PSG doit encore compter sur ses supporters étrangers pour remplir les tribunes et faire vibrer Doha. Dans le Parisien, on parle davantage de la finale et pour le média, c'est plus qu'une question de prestige. L'objectif derrière cette finale contre Flamengo est de réaliser un sextuplé historique, faire aussi bien que le Barça et le Bayern. En face, l'adversaire est redoutable puisqu'ils étaient forts à la Coupe du Monde des clubs avec des joueurs expérimentés. Flamengo est devenu l'égal du PSG en Amérique du Sud avec ses 35 millions de supporters dans tout le pays. Le club Rubro-Negro est le plus populaire et le plus riche du continent. On termine cette page en France avec N'Golo Kanté qui est en fin de contrat avec Al Ittihad en juin 2026. Mais il reste une pièce maîtresse du club saoudien où il a été quasiment titulaire à chaque match depuis son arrivée. Le club souhaite prolonger son contrat d'1 an avec une option supplémentaire, mais l'offre n'a pas encore été formalisée. Les détails financiers doivent passer par la validation du PIF. Kanté, fidèle et discret, n'a pas donné de signe clair sur son avenir, mais serait prêt à écouter d'éventuelles propositions. Plusieurs clubs saoudiens et européens ont déjà tenté leur chance, sans succès jusqu'ici. La situation reste floue et son marché hivernal pourrait s'animer si une offre convaincante se présente. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité et on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato. Ciao ciao.